tous et bienvenue dans La Santé Surtout, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Dès maintenant, vous pouvez nous écrire à maquestion@lasantésurtout.com. Tous nos spécialistes vont vous répondre et je suis ravie de vous les présenter. Les voici. Docteur Lydia Marié-Semama, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue, obstétricienne. Vous êtes aussi spécialiste de la ménopause, il faut le dire. Le docteur Grégory Dacour est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste. Tout à fait. Docteur Hakim Badamer, ravi que vous soyez là. Bonjour. Vous êtes cardiologue interventionnel, chef de service, et un autre chef de service également à vos côtés, le docteur Morgane Tourne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anapathe. Alors là, tout le monde se dit, mais anapathe, qu'est-ce que c'est? Vous allez tout nous dire dans un instant. Avec grand plaisir. Et on commence d'ailleurs cette émission avec une question pour vous, docteur Lydia Marié-Semama. C'est une question de Florence de Carcassonne. Elle vous dit, j'ai 64 ans, je prends des hormones depuis 12 ans, est-ce que je peux continuer à vie? À vie, je dirais peut-être pas, mais vous pouvez continuer, chère madame, il n'y a aucun souci. Ce qu'on fera, c'est qu'on adaptera les doses, on verra un petit peu. De toute façon, il faut voir votre gynécologue tous les ans pour réactualiser, regarder s'il n'y a pas une contre-indication qui est apparue. Mais c'est vrai que, personnellement, j'ai des patientes de 92-94 ans qui ont toujours des traitements, qui ne veulent absolument pas les arrêter, mais à qui on a changer les doses. Parfait, merci pour votre réponse. Une question pour vous, docteur Hakim Badamer. C'est Coralie, 32 ans, Monaco, qui vous écrit. Et elle vous dit, la fermeture du FOP protège-t-elle à 100% contre un nouvel AVC? Alors ça, c'est du chinois pour nous, hein, le FOP. Vous allez peut-être nous expliquer. Qu'est-ce que c'est? Le FOP, c'est en fait une communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Il faut savoir que cette communication permet de shunter le poumon lorsqu'on est à l'état fœtal. Et ce FOP, foramen ovale perméable, se ferme lors de la naissance, au premier cri, tac, il se ferme, sauf dans environ un quart des cas. Et lorsque cette communication reste perméable, dans certaines situations, il y a un caillot qui peut passer à travers ce petit trou et générer un accident vasculaire cérébral, AVC, c'est accident vasculaire cérébral. D'où la question de Coralie. Donc elle demande si ça... Alors quand 100%, c'est fermé, ça n'existe pas en médecine. Ouais. Quasiment jamais on est confronté à ce chiffre, 0 ou 100, ça n'existe pas. Mais c'est l'objectif. Ouais, tout à fait. Au demeurant, la fermeture du FOP dans les accidents vasculaires dits cryptogéniques, c'est-à-dire pour lesquels la seule raison retrouvée, c'est cette perméabilité de la communication entre les deux oreillettes, eh bien, on réduit de manière très importante le risque de récidive et on est à 70% de risque réduit dans le suivi des malades. Parfait. Vous nous avez beaucoup écrit ces jours-ci. Une autre question maintenant, elle est pour vous, docteur Grégory Dacour. C'est Brigitte, 56 ans, qui vous écrit de Chamonix. Je manque fortement de vitamine D. Est-ce vraiment si important? Qu'est-ce que ça implique? Alors Brigitte, oui, la vitamine D est capitale dans le processus. Elle va permettre effectivement au calcium de pouvoir pénétrer un peu plus au niveau du corps. Le calcium qui est impliqué en l'occurrence sur tout ce qui peut être éventuellement contracture musculaire, muscles, tendons. Mais aussi également, le calcium permet surtout de fixer effectivement sur les os et permet, à travers la vitamine D, de pouvoir, en l'occurrence, prévenir le risque de ce qu'on appelle l'ostéoporose, qui est tout simplement une fragilité au niveau osseux, et qui peut assujettir effectivement à un certain nombre de fractures, fragilités effectivement. Donc oui, la vitamine D capitale, puisqu'en l'occurrence avec le métabolisme phosphocalcique, ce sont des éléments qui sont nécessaires pour le corps. Très bien. Docteur Morgane Tourne, la question vient de Laura, 22 ans, de Toulouse. Je suis en 2e année de médecine. On nous a parlé de l'anapathe dans nos cours. En quoi ça consiste exactement? Est-ce que parfois vous êtes en contact avec les patients ou vous restez les médecins de l'ombre? Alors c'est une excellente question. Effectivement, l'anatomopathologie est le plus souvent méconnue du grand public, principalement parce qu'on n'est pas en contact direct avec les patients, hormis certains de nos confrères qui pratiquent des actes de cytoponction ou même des biopsies sous contrôle échographique. Et c'est super important ce que vous faites en fait. Exactement. Et personne ne le sait et c'est juste incroyable. Vous allez nous expliquer. Alors, avec grand plaisir. Effectivement, l'essentiel de nos interactions finalement va se faire, et de notre travail, va se faire avec les autres équipes médicales, principalement celles d'oncologie et de chirurgie. Et de manière très pragmatique, l'objectif principal de notre spécialité, c'est d'établir le diagnostic de certitude des maladies, qu'il s'agisse de pathologies tumorales ou de pathologies non tumorales. Et pour les pathologies tumorales, pour les tumeurs en particulier pour les lésions cancéreuses, en plus du rôle diagnostique, eh bien, s'ajoute une fonction théranostique, c'est-à-dire que nos analyses vont permettre de guider à la fois
le choix thérapeutique, mais aussi de prédire la réponse d'un patient à un traitement donné. Et donc de manière très concrète, on va travailler sur 2 grands types de prélèvements, soit des examens cytologiques, c'est-à-dire une analyse vraiment des liquides, donc ça peut être vraiment des liquides d'émission spontanée comme les cytologies urinaires, des liquides par écouvillonnage comme le frottis cervico-utérin dans le cadre des campagnes de dépistage national, ça peut être aussi des liquides de ponction, on parlait des cytoponctions qui peuvent être thyroïdiennes, mammaires, mais on peut aussi avoir des liquides pleuraux, péritonéaux, et également des liquides qui sont des liquides par aspiration comme le lavage bronchiolo-alvéolaire. Et puis la deuxième grande catégorie de prélèvements, c'est les prélèvements tissulaires qui eux-mêmes peuvent se subdiviser en 2 grandes catégories. Les biopsies, donc là c'est des petits fragments de tissu, des carottes, des cylindres qui vont permettre un échantillonnage de la lésion. Et puis d'autre part, eh bien, on va retrouver les pièces opératoires qui correspondent à des pièces de résection partielles ou totales d'un organe, quel qu'il soit. Donc on peut recevoir tout ce qu'on imagine, un poumon, une prostate, un rein, un sein, une thyroïde, un côlon, etc. Quand on est opéré, finalement, ça va systématiquement au bloc. Il y a une petite pièce qui va systématiquement en anapathe, qui est analysée, quoi qu'il arrive. Exactement, c'est systématique et ça a même une valeur médico-légale. Merci, Dr Tourne. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est l'anapathe, vous pouvez bien sûr envoyer toutes vos questions au Dr Tourne. Vous allez être débordés, vous allez avoir plein de questions, ça va être la folie. Ma question @lasantésurtout.com. Si vous êtes OK, bien sûr, on vous appelle et puis on se parle comme on va le faire maintenant avec Bruno qui est au bout du fil. Bruno, vous avez 63 ans, vous habitez à Bernay et vous avez une petite question pour l'un de nos spécialistes. Bonsoir Bruno, on vous écoute. Oui, tout à fait. Je vous appelle parce qu'on m'a posé un stent il y a une semaine et j'ai un voyage de prévu d'ici 10 jours. Je voulais savoir si c'était raisonnable de prendre l'avion et de voyager immédiatement après la pose de ce stent. On va tout vous dire, c'est une question ça pour vous, docteur Benhammer. Absolument, c'est une excellente question, on nous la pose souvent et il n'y a absolument aucun problème pour voyager après la mise en place d'un stent. Tout de suite après, combien de jours après ? Quelques jours après, c'est plus sur non pas le stent, mais sur le point de ponction. Si on a une ponction de l'artère radiale, il faut éviter de porter des bagages lourds, etc. Ou si on a eu une ponction au niveau de la fémorale, c'est pareil, il faut éviter de se mouvoir trop longtemps. Donc, au bout de quelques jours, 48-72 heures, on peut tout à fait voyager sans aucun souci. Très bien, voilà, vous avez fait un heureux pour ce soir. Une question maintenant pour vous, docteur Lydia Marié-Semama. C'est Annick, 58 ans, qui vous parle. Elle habite à Roubaix et elle nous dit... J'ai des antécédents cardiovasculaires, est-ce que je peux tout de même espérer avoir un traitement hormonal substitutif ? Vous êtes spécialiste de la ménopause, entre autres. Ça tombe bien, on a aussi un cardiologue avec nous ce soir sur ce plateau. C'est quoi la réponse ? La réponse, elle est diverse. En fait, Annick, elle a 58 ans. Et elle a des antécédents cardiovasculaires. Quels antécédents cardiovasculaires ? Est-ce que c'est sa famille qui a des problèmes cardiovasculaires ? Est-ce qu'elle a eu des problèmes cardiovasculaires ? Et quels problèmes cardiovasculaires ? Est-ce que c'est un point un petit peu élevé ? Est-ce que c'est une tension élevée ? Ou est-ce qu'elle a eu des manifestations purement féminines de ces accidents cardiovasculaires ? Et on le sait maintenant. Par exemple, le diabète gestationnel va créer un antécédent cardiovasculaire. La toxémie, qui est une hypertension pendant la grossesse ou la prééclampsie, vont être responsables effectivement de problèmes cardiovasculaires. Les retards de croissance intra-utérins. Donc si vous voulez, notre problème à nous, c'est de faire effectivement un interrogatoire ciblé pour savoir qu'est-ce qu'elle a cette dame. Théoriquement, en plus, il faut connaître l'âge de sa ménopause. Parce que théoriquement, il y a ce qu'on appelle la fenêtre d'intervention qui dit que si elle a eu par exemple sa ménopause à 50 ans, on ne va pas automatiquement, sauf effectivement recherche, donner un traitement avant 10 ans de ménopause, voire avant 60 ans. Mais ça se discute avec nos collègues cardiologues, parce qu'effectivement, si nos collègues cardiologues font des examens et que le cœur de la dame est parfait, à ce moment-là, moi je lui demande, est-ce que je peux lui donner un traitement hormonal de ménopause ? Et en principe, il me répond oui ou non. C'est vous qui donnez le go, les cardiologues ? Oui, mais on travaille ensemble. D'ailleurs, on est passionnés par cette thématique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir pour ce qui est de la coronaropathie de la femme, et notamment l'expression des facteurs de risque. Parce qu'on dit classiquement que les facteurs de risque cardiovasculaires qu'on connaît, c'est le tabac, l'hypertension, etc. Eh bien, chez la femme, il y en a d'autres. On vient de les entendre et c'est très important d'aller les chercher. Mais même les cardiologues ne vont pas nécessairement les demander. Donc, c'est un élément qui est très important. Autre élément important,
c'est que dans la pathologie cardiovasculaire, il y a le vaisseau et le cœur, et notamment les veines. La thrombose veineuse est une expression de la pathologie cardiovasculaire qui est différente de l'artérielle. Donc c'est vraiment un travail de spécialiste et on travaille ensemble pour essayer de donner des réponses claires à des femmes qui sont demandeuses. En tout cas, ce qu'on peut conseiller à Annick qui nous suit, c'est de consulter ces fois son spécialistes, parce que là, on ne peut gynécologue. pas être plus précis. À la fois son gynécologue qui l'enverra chez son cardiologue. Merci beaucoup à vous deux. On enchaîne avec une question pour le docteur Grégory Dacour, médecin généraliste, Marlène, 42 ans de Paris. Quand je suis assise longtemps au théâtre, par exemple, je me sens très inconfortable. J'ai besoin de bouger mes jambes comme ça un peu tout le temps et cette sensation peut durer 2-3 heures. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je pense que le diagnostic à évoquer en premier lieu, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Donc, c'est un ensemble de symptômes, sensation effectivement de fourmillement au niveau des extrémités, des charges électriques qui peuvent survenir la plupart du temps au repos. C'est un syndrome effectivement du mal à appréhender en médecine la plupart du temps. Donc, j'invite effectivement cette patiente à consulter son médecin traitant, parce que souvent, effectivement, ça permet surtout de pouvoir faire une batterie d'examens supplémentaires, s'assurer effectivement qu'on ne soit pas déjà sur une carence en fer, insuffisance rénale effectivement qui serait à diagnostiquer. Et c'est une problématique qu'on peut prendre en charge de façon assez usuelle. Alors, la littérature scientifique estime qu'en l'occurrence, il s'agirait d'un défaut au niveau de tout ce qui concerne le système dopaminergique. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a effectivement une molécule qu'on utilise pour les patients parkinsoniens et qui est effectivement utilisée aussi pour ce fameux syndrome et qu'on peut proposer aux patients si les symptômes sont beaucoup trop invalidants. Là aussi, c'est important de consulter. Tout à fait. Docteur Morgan Tourne, est-ce que vous êtes prêt maintenant à répondre aux questions de nos téléspectatrices? Les questions, elles arrivent. Je peux vous dire que là, vous n'allez pas vous ennuyer. Émilie, 40 ans de Narbonne. Suite à une lésion suspecte du sein, on m'a fait une biopsie. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai pas de nouvelles depuis. Ouais. Mon prélèvement, il est devenu quoi? Alors, encore une excellente question. Effectivement, donc, tous les prélèvements, quand ils arrivent au laboratoire, passent déjà par une première étape qui est une étape de fixation, puis ensuite par tout un processus technique, donc une série d'étapes séquentielles qui vont permettre de transformer en quelque sorte ce prélèvement en une lame qui va être analysable au microscope. Alors, pour les biopsies, on est sur un processus qui, une fois le conditionnement fait, va être purement technique. Pour les pièces opératoires, on a une étape supplémentaire entre le prélèvement que le chirurgien fait au bloc opératoire et ce processus purement technique qu'on appelle l'examen macroscopique et qui correspond à un examen à l'œil nu de la pièce opératoire pour déterminer un certain nombre de critères. Donc typiquement la taille de la lésion, ses rapports par rapport aux limites de résection chirurgicale, son degré d'envahissement, etc. Ce qui va nous permettre de conditionner et finalement de cibler notre échantillonnage qui va ensuite rejoindre l'ensemble du processus technique avant l'examen au microscope. Donc là, justement, votre pratique au quotidien, c'est comme ça, c'est derrière un microscope, pas seulement, j'imagine? Alors, tout à fait, mais l'essentiel, effectivement, notre outil principal reste encore le microscope à l'heure actuelle, même si, comme de nombreuses spécialités, on se digitalise de plus en plus. Vous avez de l'intelligence artificielle en Alors, anapath? c'est encore à un stade de balbutiement, mais ça progresse de plus en plus. Mais pour l'instant, c'est à l'œil nu, donc. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on est vraiment sur l'examen microscopique en soi, où le but, notamment pour les lésions tumorales, particulièrement les lésions cancéreuses, va être double, c'est-à-dire d'établir le diagnostic de certitude et ensuite d'établir un certain nombre de critères qui vont permettre de prédire l'évolution, le pronostic, mais aussi la réponse préférentielle d'une lésion à certains traitements pour aboutir à une médecine de précision et donc à cette notion de médecine personnalisée pour chaque patient ou patiente. Et donc ça va être permis finalement par une complémentarité on peut dire, deux grands types d'analyses. D'une part, l'examen morphologique, donc ça c'est ce qu'on fait directement au microscope avec une coloration standard où on établit un certain nombre de critères, le sous-type exact de la tumeur, son degré d'envahissement, sa différenciation, son mode de dissémination même au niveau loco-régional, et ça va être complété par des examens complémentaires, l'immunohistochimie et la biologie moléculaire qui vont également apporter des données qui sont cruciales pour le diagnostic, et finalement c'est la combinaison de l'examen morphologique, de l'immunohistochimie et de la biologie moléculaire qui vont permettre d'aboutir à cette notion théranostique, donc d'adaptation du traitement pour chaque patient dans le cadre d'une médecine de précision personnalisée. C'est vraiment incroyable. Plus on découvre, plus on trouve ça passionnant, vraiment. Une question maintenant pour vous, le docteur Hakim Benhammer. Édouard, 61 ans, de Boulogne-Billancourt. Je viens d'avoir une angioplastie et j'aimerais en savoir davantage sur la rééducation. Est-ce que vous avez des petits conseils pour mieux récupérer? Alors d'abord, c'est encore une excellente question, mais la réalité, c'est qu'il faut s'occuper des facteurs de risque. On les a évoqués tout à l'heure pour les femmes. Donc il faut absolument d'abord prendre son traitement et puis contrôler les facteurs de risque cardiovasculaires tels que le diabète,
de la sédentarité, donc il faut se mettre à faire du sport. Alors ça dépend de ce qu'on a eu sur le plan coronaire, mais on peut le faire dans le cadre d'une réadaptation cardiaque, très important. Et lorsqu'il n'y a pas eu du tout de myocarde endommagé, on peut d'emblée faire du sport une fois que la revascularisation a été réalisée, donc la dilatation. Et puis il faut contrôler, notre principal ennemi, c'est le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Donc ça, il faut vraiment le contrôler, il faut aller voir son cardiologue, il faut bien prendre les traitements. Et puis j'insiste sur le fait que les statines sont très importantes dans les coronaropathies, parce qu'on entend encore trop souvent « Ah non, non, je ne veux pas de statine ». C'est la pierre angulaire de la pathologie de l'athérome, c'est les LDL. Donc il faut absolument les prendre. Et puis je vous dis le reste des facteurs de risque, l'obésité, etc. Donc c'est ça qu'il faut faire surtout. Une question maintenant pour le docteur Grégory Dacour. Laetitia, 40 ans, d'Avignon. Ma mère de 70 ans a de l'ostéoporose. Est-ce que ça se soigne? Et pour ma part, elle a 40 ans. Hein, j'aimerais savoir comment je peux éviter d'en avoir aussi par la suite. D'accord. Alors l'ostéoporose, en l'occurrence, quand on est sur un diagnostic posé d'ostéoporose, c'est très difficile effectivement d'en guérir. Plutôt sur ralentir le processus, faire en sorte, en l'occurrence, que cette fragilité au niveau osseuse ne s'aggrave pas outre mesure. Donc on a effectivement des facteurs qui favorisent ceci. Hein. Donc en l'occurrence, un apport en vitamine D assez faible, et c'est aussi pour ça qu'on préconise effectivement que les patients puissent bénéficier d'une supplémentation en vitamine D de façon assez conséquente. Les patientes éventuellement qui sont ménopausées de façon assez tôt, voilà, la gynécologue pourra éventuellement le confirmer. Mais elle vous écoute attentivement. 45 ans, ce sont des patientes effectivement qui vont nécessiter une attention un peu plus particulière et qui vont effectivement pour le coup devoir bénéficier d'une supplémentation quasi quotidienne pour certaines pour prévenir effectivement cette ostéoporose. Justement, vous n'étiez pas loin, ça tombe bien, docteur Lydia Marié-Semama. Chaque année, on parle beaucoup de ménopause, forcément. 500 000 femmes sont concernées par la ménopause. C'est un véritable sujet de santé publique. Et on a donc plein de questions pour vous. Myriam, 44 ans, de Saint-Cloud, qui dit « Comment reconnaît-on la périménopause ?» Donc ça, c'est avant d'avoir vraiment la ménopause. C'est quoi exactement la périménopause? Alors, je pense qu'il faut se dire que dans la vie d'une femme, il y a plusieurs étapes. Il y a la puberté, puis il y a cette période qui va entre la puberté et la ménopause, qu'on appelle la préménopause, et pas la périménopause, mais la préménopause. Il y a cette petite période de 4-5 ans, juste avant la ménopause, qu'on appelle la périménopause. Ce qu'il faut savoir aussi, vous l'avez dit, 500 000 femmes environ arrivent en ménopause chaque année, ce qui fait que, réfléchissez, les femmes passent plus d'un tiers de leur vie en ménopause. Et donc ça, c'est important. Alors, la question, on revient à la périménopause, la question, il faut vraiment que les patientes se prennent en charge. Parce qu'il y a, d'abord, elles vont se rendre compte qu'il y a très certainement un problème avec le poids. Donc là, il faut perdre du poids. Il faut une activité physique pour de nombreuses raisons. Pour, d'une part, effectivement, la prévention de l'ostéoporose. Il faut aller chez son cardiologue pour voir un petit peu si on n'est pas à risque d'avoir un problème, etc. Donc, si vous voulez, cette période de périménopause, elle va servir à la femme et aux médecins qui l'entourent à trouver quels sont les facteurs sur lesquels il va falloir jouer pour prévenir les problèmes. Puis bien entendu, il y a les recherches, vous en parliez, les mammographies, etc., pour chercher, parce que c'est l'âge des cancers, donc etc. Mais je pense que la périménopause, c'est les 4 ou 5 ans avant les ménopauses. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes patientes, c'est une période casse-pied pour vous et casse-pied pour nous. Parce que c'est vrai que la prise en charge est toujours un petit peu difficile, mais on y arrive. Les cycles irréguliers, ça peut mettre la puce à l'oreille? On peut se dire, ah, ça approche. Pas automatiquement. Pas tant que ça. Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. On dit toujours qu'en périménopause, on commence à avoir des cycles qui se raccourcissent, puis des cycles qui se rallongent. Ça, c'est la théorie. Des fois, c'est pas du tout comme ça. Merci beaucoup, docteur Semama. Une question pour vous, docteur Tourne. Mon frère s'est fait opérer d'un cancer du côlon il y a 15 jours et on attend toujours les résultats. Décidément, ça commence à faire long. Est-ce que c'est normal? C'est Bernard, 60 ans de Poitiers, qui vous pose cette question. Très bien, alors. Soyez gentil quand même avec notre anapathe. C'est la première fois qu'il est sur le plateau. C'est vrai. Alors, c'est pas parce que les anapathes sont fainéants. Ah, on est rassurés. Mais comme on en parlait tout à l'heure, en fait, il y a tout un processus technique qui est encore à l'heure actuelle
habituel, assez incompressible et qui commence, comme on le disait, donc par un temps de fixation, un délai qui lui est également incompressible. Hein. Pour une biopsie, c'est au minimum 6 heures et on est généralement entre 6 et 12 heures. Et pour une pièce opératoire, on est entre 24 et 48 heures. Et généralement, pour les pièces de colectomie, comme c'est le cas ici, on est plutôt déjà dans les 48 heures. Ensuite devra suivre ce fameux examen macroscopique, cet examen à l'œil nu. Puis ensuite, tout le processus technique qui permet de transformer les prélèvements qu'on a sélectionnés en une lame, en des lames en l'occurrence analysables au microscope. Puis la lecture par le médecin pathologiste, qui parfois peut avoir aussi besoin de l'avis de ses confrères, parce qu'on essaie d'homogénéiser et d'harmoniser nos pratiques. Hein. Ce sont des grilles qui sont très standardisées, donc le but c'est vraiment d'aboutir à un diagnostic qui soit le plus homogène possible au final. Et cet examen morphologique va se compléter, en l'occurrence ici par une étude immunohistochimique et également par de la biologie moléculaire. Donc pour donner un ordre d'idée, hors biologie moléculaire, les délais de rendu sur les biopsies, on est généralement entre 5 à 7 jours, on peut descendre à 3 pour les cas très urgents, mais on ne pourrait pas le faire pour l'ensemble de nos prélèvements. Sur les pièces opératoires, on est plutôt alors au minimum à 5 à 7 jours et plus classiquement entre 10 à 15 jours, donc c'est un délai qui est parfaitement normal. Premier élément de réassurance, c'est que ça ne devrait pas tarder normalement. Et ensuite le deuxième, c'est que tant qu'on est finalement dans ce délai de réponse, eh bien, on est totalement dans les clous pour la suite de la prise en charge en post-opératoire, donc lors de nos discussions avec nos confrères au cours de réunions de concertation pluridisciplinaire. Parfait. Bon, voilà. On comprend bien sûr l'impatience des patients parce que c'est évidemment très très important. Une dernière question pour finir, Dr Hakim Benhamer. Marion, 57 ans de Nantes, je suis diabétique depuis peu et on m'a bien dit d'être suivie par un cardiologue, mais pouvez-vous m'expliquer pourquoi les symptômes cardiaques semblent être parfois atypiques chez les diabétiques? Ça ne va pas être facile de faire court. On en reparlera sans doute dans une autre émission, mais le diabétique est très souvent asymptomatique, c'est-à-dire qu'il a un facteur de risque cardiovasculaire qui est important, mais il faut aller chercher les conséquences sur la perfusion du muscle cardiaque. Donc, il faut faire des examens. Il peut ne rien sentir et avoir déjà une coronaropathie. Vraiment très très important et on y reviendra bien sûr très prochainement. Vous l'avez attendu pendant toute l'émission, j'en suis sûre, c'est notre quiz. Et oui, dans cette émission, nous avons un quiz santé. C'est un petit peu la récréation de cette émission. On va pouvoir tester les connaissances de nos spécialistes. Première question, est-ce que vous êtes tous prêts déjà Toujours. Très inquiet. Eh bien, vous avez raison, vous allez comprendre. Quel pourcentage de Français déclarent qu'ils pourraient vivre centenaires s'ils avaient une sieste obligatoire tous les jours? 12%, 38%, 59%, c'est une vraie question avec un vrai sondage. Je vous le dis tout net, il n'y a rien à gagner, comme ça au moins c'est clair, mais vous pouvez jouer chez vous. Alors, d'après vous, le pourcentage de Français qui pourraient être centenaires juste en faisant des petites siestes comme ça au boulot, c'est combien? 12, 12, 38, 59. Allez, 38. On va dire 38. Ouais, 38. 38, bravo, vous avez tous raison. 38%, l'idée de la sieste nationale, ça séduit, puisque plus d'un tiers de Français y voient une stratégie de longévité. Sérieusement, c'est vrai, ça peut le faire. Si on dort bien, on vit plus longtemps. Le repos est capital dans le processus. Donc oui, Il y a eu forcément. des études. Ok, question suivante. Quel est le record de nombre de jours sans dormir? Ah bah décidément, on parle beaucoup de sommeil dans ce quiz. 78 heures, 264 heures, 320. Docteur Dacour est consterné. Que c'est que cette question? Non, je dirais 78. Ouais, je te rejoins, ouais. 78 aussi. Ah oui, Compliqué plus. Ah oui. Ouais, je pense. Vous avez l'impression que j'en fais un peu trop. Eh ben non, vous avez tous tout faux. Le record du nombre de jours sans dormir, c'est 264 heures, soit 11 jours. C'est en 68. C'est un jeune Américain de 18 ans qui s'était lancé dans cette expérience pour un projet scientifique scolaire. Il a réussi, rassurez-vous, il a été suivi pendant toute cette expérience par un médecin du sommeil. Et quand il a enfin dormi, il a dormi plus de 14 heures non-stop. Il l'avait bien mérité, évidemment. Ça vous êtes scotché. Ah, je suis Ah ouais, scotché. moi aussi, oui. Et sans amphétamine. Bien sûr, on espère. Dernière question. Quel pourcentage de Français croient qu'attraper froid vient du froid? 20%, 42%, 68%. Je suis sortie sur ma petite laine, j'ai pris froid. Ma mère me l'a encore dit hier. D'après vous? 68, ouais. Effectivement, c'est 68%. Voilà, si ça pouvait être 100%, je pense que ce serait le cas. Absolument. Mais alors, du coup, l'explication médicale, c'est quoi?
C'est quoi? C'est un virus? C'est pas le froid en fait, c'est un virus qui fait qu'on est malade? Parce qu'effectivement, Oui, c'est ça, c'est changement une de période température un peu brutale. d'épidémie, Ouais, de virus. Virus qui tout à arrive, fait. ouais. Ouais. C'est pas le petit coup de vent, c'est plutôt le monsieur à qui on a serré la main et qui C'est nous un a peu ça. toussé Exactement. dessus tout à l'heure. Merci à vous quatre pour votre participation à cette émission. Docteur Lydia Semama, c'était un plaisir. Ben pour moi aussi. Et on C'était espère vous très revoir intéressant. très bientôt. Docteur Grégory Dacour, pareil, hein, vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Vous, docteur Hakim Benamir, vous revenez, mais en fait, vous êtes là toute l'année. Hein. Vous, à chaque émission, d'accord. Et c'est pas quand vous voulez. En fait, vous n'avez pas le choix, en fait. Hein. Voilà, vous venez, en fait, tout simplement. Non, vraiment, vous êtes fantastique, on vous adore. Et docteur Morgane Tourne, mais vous aussi, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, j'étais ravi d'être parmi vous. Merci. Merci à tous pour vos questions. À bientôt et la santé surtout.